Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de votre chaîne sur WAB Info TV, l'émission décryptage. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité à la une. On va parler surtout de la question du processus électoral qui est en train d'évoluer en République démocratique du Congo avec le lancement de l'électorat pour les dépôts des candidatures pour les députés nationaux d'ici le 25 juin 2023 selon le calendrier de la CENI. Mais dans le même temps, l'opposition a rejeté la loi sur la répartition des sièges, une loi qui a été récemment promulguée par le président de la République. C'est une dernière étape pour aller vers les élections. Nous avons invité un cadre de l'AFDC en province du Nord Kivu. Il s'agit d'Ernest Sengoma. Bienvenue dans cette émission, Ernest. Merci, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et c'est tout moi un plaisir de débattre avec vous. D'accord. Alors, comment quel est votre avis sur la prochaine phase de l'électorat qui va commencer d'ici là? Bon, d'abord, il faut nous retenir notre souffle. Ouais. Nous tenons ici à féliciter le travail que la CENI est en train d'abattre. Nous saluons aussi le ferme engagement des autorités à respecter le cycle électoral. Vous savez, on est habitué dans ce pays, on a vécu il n'y a pas très longtemps, de ce qu'on a appelé les glissements. À telle enseigne aujourd'hui qu'il y a une certaine opinion qui pense que nous allons glisser. Oui. Voilà, parce que l'autre fois, on avait glissé. Je tiens à vous faire savoir que le processus démocratique est un processus qui est assis sur des principes. L'un des principes importants, c'est la régularité des cycles électoraux. C'est ça le principe de la démocratie. C'est-à-dire, on vous fixe un mandat de 5 ans, 7 ans, selon les prescrits de la Constitution, mais vous arrivez à respecter ces cycles. À chaque fois, il y a des élections. Et donc, les élections, à ce moment-là, deviennent des activités de routine. Oui. Et il y a une institution permanente, stable, et le cas échéant pour nous, c'est la CENI. Donc la CENI, cette organisation indépendante d'appui à la démocratie, est une organisation stable censée organiser les élections habituellement. Donc nous devons nous habituer habituellement à avoir des élections parce que nous sommes dans un régime démocratique. Mais cela, comme je disais tantôt, on ne peut pas faire la démocratie sans les démocrates. Mm-hmm. Ah oui, on ne peut pas faire la démocratie sans les démocrates. Donc, nous avons avec nous un président de la République, issu d'une école UDPS, une école de la démocratie. Et donc, vous ne pouvez pas le lui rappeler. C'est dans son sang, ce sont ses propres convictions. Donc, vous ne pouvez pas avoir la démocratie sans des gens ayant des convictions démocratiques. Le cas échéant pour nous, c'est que nous avons avec nous un président de la République qui a des fortes convictions démocratiques, ce qui fait que il a pris cet engagement de devoir organiser, ou sinon prendre ses responsabilités, en fait qu'il y ait les élections le 20 décembre 2023. Et donc, sur ce point, nous ne pouvons que les féliciter et vraiment l'acclamer à ce propos. Mais à ce point, est-ce que la CENI est prête pour organiser vraiment les bonnes élections, c'est-à-dire des élections transparentes, crédibles et pacifiques? Vous oubliez inclusive aussi. Inclusive aussi, voilà. Inclusive aussi. Ouais. Et donc, ici, vous savez, le processus démocratique, c'est un processus multipartite où la CENI, comme d'ailleurs je disais tantôt à M. Kassiwa, qui est chef de la CENI Nord Kivu, le processus démocratique est un processus du peuple congolais. Et donc, même la CENI, qui est habilitée à organiser les élections, n'a pas vocation à caporaliser le processus électoral. Donc, c'est un processus qui appartient au peuple congolais. Et donc, et à ce titre, comme je dis multipartite, il y a le gouvernement. Quelle est la responsabilité du gouvernement? C'est de financer les élections. Je crois qu'à ce titre, le gouvernement est en train de remplir sa part de responsabilité. Mm-hmm. Deuxièmement, le gouvernement a la responsabilité de restaurer, tant bien que mal, une situation sécuritaire favorable aux élections. Vous voyez très bien comment le gouvernement est en train de mouiller la chemise, nonobstant, n'est-ce pas, l'agression dont nous sommes victimes. On peut souligner aujourd'hui que nous avons plus ou moins 3-4 territoires où règne l'insécurité. Ouais. Nous avons le Kwamut, nous avons une bonne partie de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, mais c'est lié à une situation de guerre nous imposée par le Rwanda. Et le gouvernement est en train de mouiller la chemise et sur le plan militaire et sur le plan diplomatique pour qu'on arrive enfin. Nous avons un calendrier établi le
Bujumbura, dans le cadre du 21e sommet des chefs d'État de l'EAC. Voyons voir comment ce calendrier va fonctionner. Mais le but ultime, c'est de voir le M23 et le Rwanda de garnir, sortir du territoire national, afin de permettre à la CENI de déployer ses machines dans les zones jadis occupées par... Vous pensez que la CENI aura le temps de déployer les machines alors qu'il nous reste 6 mois pour aller vers les élections? Bon, nous osons croire, parce que nous, avec la CENI de la RDC, est une institution qui a maintenant de l'expérience. Vous vous souviendrez que les élections qu'on a eues par le passé n'étaient pas nécessairement des élections effectuées dans la paix totale. Il y avait toujours des poches de non-droit, d'insécurité, mais ça ne va pas empêcher la CENI de travailler. Donc, nous avons une CENI qui a de l'expérience de travailler dans des zones instables. Et j'ose croire que la CENI va déployer toute la logistique qu'il faut pour non seulement enrôler les gens de Rutshuru, la population de Rutshuru, mais aussi permettre à ce que le Rutshuru puisse exprimer le choix de vote. Mais vous avez parlé de l'inclusivité, mais il n'y a pas inclusivité puisque l'opposition d'un côté a contesté, d'ailleurs, je l'ai dit dans l'introduction, la loi de la CENI, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire la loi sur la répartition des sièges. Monsieur, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on appelle opposition dans ce pays? C'est là où je pose là. Qu'est-ce qu'on appelle opposition? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas au pouvoir. Alors. Je voudrais, c'est très bien, mais en face de moi, je vois des équipes hétéroclites, animées de mauvaise foi, et des gens, je dirais, peu expérimentés à faire l'opposition. Peu expérimentés. C'est curieux. Fayoul, par exemple, il n'est pas vraiment inexpérimenté. Fayoul est dans il est dans le déni de la réalité, parce que nous avons vu des gens très opportunistes. Parce qu'un parti politique, bien que dans l'opposition, doit se positionner comme de vrais tremplins d'éducation à la citoyenneté. Et les partis de l'opposition doivent se présenter comme Le FCC a boycotté les processus politiques après la rupture. Oui. FCC cache. Mais l'IDP, c'est la veuve aussi en 2006. Non, mais effectivement, c'est là où je voudrais en arriver. Oui. Donc, moi, j'estime que nous devons apprendre à avoir la culture politique et une culture démocratique. Accepter que si je suis dans l'opposition, accompagner les institutions n'est pas nécessairement dire que vous êtes au pouvoir. Ils jouent la politique de la chaise vide. Jouer la politique de la chaise. Donc, j'ai dit, le FCC a boycotté les processus politiques au départ, en fixant des conditions fallacieuses. Aujourd'hui, alors que le train a déjà avancé, à 6 mois des élections, nous avons toujours l'FCC qui est dans le déni de la réalité. Et donc, les institutions ne vont pas fonctionner sur bas, parce que X ou Y pense que les choses ne nous conviennent pas, et puis bon, la machine va s'arrêter. Pas du tout. Donc, nous pensons que c'est une attitude contre-productive dans les chefs de cette opposition. Mais est-ce que l'opposition ne joue pas vraiment ce rôle? Mais ils ont des bonnes raisons valables. Quand par exemple, Fayoulou conteste la loi sur la répartition des sièges, mais au départ, ils avaient contesté d'abord la constitution de la CENI. Mais c'est là où se pose le problème. Oui. C'est que dans la mise en place de cette CENI, on a demandé à l'opposition, n'est-ce pas, de donner ses membres. Vous vous souviendrez qu'il existe une loi cadre qui organise la CENI, où les parties prenantes, les forces vives sont représentées, notamment la société civile, parce que les présidents de la CENI et l'émanation de la société civile, nous avons les membres de la majorité et les autres membres de l'opposition. Et donc, quand quelqu'un boycotte la mise en place de cette CENI, c'est qu'il n'a sa qu'à prendre à soi-même. Donc, nous avons vu des gens qui se sont présentés comme étant de l'opposition, et on a pris compte de ces gens-là, et je vous assure qu'ils sont membres de l'opposition au sein de la CENI. Et donc, mais ils ont dit qu'ils étaient débauchés, ils n'ont pas la garantie, ils n'ont pas eu la garantie de l'opposition. Comme Didi Manara qui est venu du FCC. Ce n'est pas du chef de la majorité. Il y a des mécanismes, il y a des automatismes qui permettent à la CENI de se constituer. Et comme on dit, si vous êtes absent, écoute, la nature aurait divine. On vous invite, vous ne venez pas, d'autres personnes se présentent, au nom de cette opposition, la machine démarre, elle continue. Et donc, moi, je prends le peuple congolais à témoin. Nous avons une machine qui s'appelle la CENI, qui est une machine indépendante. Je ne la juge pas, je ne suis pas son défenseur. D'ailleurs, vous vous souviendrez que j'ai pris position sur un certain nombre de dérapages de la CENI au Nord Kivu, notamment les monnayages, les cartes d'électeurs, le fait que les machines n'étaient pas
au beau fixe. La mauvaise qualité aussi des cartes qui s'effacent. Moi, de la majorité, j'ai pris position, j'ai décrié et j'ai demandé à la justice de faire son travail. Et donc, nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser les processus démocratiques entre les mains seules de la CENI. Donc, nous, de la majorité, nous faisons ce que nous pouvons, parce que nous sommes conscients que cette machine doit fonctionner, mais c'est aussi aux opposants de faire, de remplir leurs responsabilités. Mais le processus d'enrôlement, d'abord, a laissé une tache noire, une tache d'huile sur la CENI, sur sa crédibilité. Les gens ont contesté d'abord la mauvaise carte, mais aussi la manière dont l'enrôlement s'est effectué. Beaucoup de gens n'ont pas eu accès à leur carte. Je partage, surtout pour, par exemple, la population de Goma, je tiens à vous faire savoir que j'ai été choqué du fait que, vous savez que Goma est une ville très dynamique. Et nous avons subi l'arrivée des déplacés. Ouais. Mais curieusement, quand vous prenez la cartographie de la RDC, vous avez des villes qui ont progressé normalement, parce que la démographie, c'est une tendance vers la progression, mais la ville de Goma a connu une régression. Aujourd'hui, au lieu que nous ayons 6 à 7 députés, on nous a réduit à 4, on est en train de négocier, voir comment nous pouvons le prendre à 5. Je me suis insurgé contre cette manière de faire, j'ai manifesté ma réprobation au sein de cette CENI, et on est en train de voir comment remettre Goma dans ses droits. Donc, voilà l'exercice démocratique. Donc, nous aussi, au niveau de la majorité, nous avons des observations. Nous ne pouvons pas dire que la CENI est une CENI céleste, venue du paradis, non. C'est une CENI qui a ses faiblesses et intrinsèques à la nature humaine. Mais nous devons être là pour aider la machine à évoluer. C'est ça, la grande idée. Mais il y a eu beaucoup de contestations, malheureusement, par rapport même à la CENI précédente. Bon, oui, comme je dis, vous savez, nous sommes un grand pays aux défis multiples. Hein. Vous avez un pays qui n'a pas d'infrastructure, ça vous le savez très bien. Et donc, il y a beaucoup de manque de confiance. Il y a les conflits, les conflits armés, le fait aussi que l'État, ça j'ai toujours été d'accord, que le Congo est un État failli. Il y a beaucoup de zones grises, des zones qui échappent au contrôle du pouvoir public. Tout ça, ce sont des défis majeurs. Mais évidemment, au niveau de cette confiance dont vous faites allusion, vous savez, même dans les grandes démocraties, même aux États-Unis, vous avez suivi comment le camp de Trump opposé au camp démocrate, comment ils se sont mutuellement soupçonnés d'avoir volé les élections. Vous vous souviendrez comment on a attaqué même Facebook sur son intrusion sur le choix des électeurs. Son Facebook a été d'ailleurs fermé. Fermé à un moment. Il a créé son propre réseau. Son propre réseau. Il a même été convoqué au Sénat. Et donc, on ne peut pas dire que les opérateurs politiques ont une confiance parfaite, mutuelle, mais ils doivent se surveiller. Hein, ils doivent se surveiller mutuellement. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de faire commencer un processus et de le faire atterrir en douceur. Vous savez, nous avons connu une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Donc, il est de notre responsabilité d'avoir de très bonnes élections. Des bonnes élections, je ne dis pas des élections célestes ou parfaites, mais je dis bon, dans la mesure de nos moyens. Mais il y a jusque-là, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, on va parler de la question de Retour et Massis, il n'y a pas eu enrôlement jusque-là. Il y a cette question aussi de sécurité, mais aussi l'état des sièges. Et vous croyez que vraiment il faut aller aux élections avec l'état des sièges? Un des candidats a dit, il s'est insurgé, est-ce qu'ils auront vraiment tous leurs moyens pour battre campagne alors que l'état des sièges suspend certains mouvements et aussi certaines manifestations. Est-ce que vous croyez que vous organisez les élections pour les organiser ou vous voulez seulement aller aux élections malgré le fait que ces élections ne seront pas démocratiques et transparentes? Non, mais monsieur, il y a nécessité pour nous de ne pas briser le cycle électoral. Ça, je vous ai dit que l'un des grands principes de la démocratie, c'est la redondance, sinon l'effectivité des électoraux. Nous n'avons pas la responsabilité de stopper ces cycles. Sinon, nous restons de tomber dans l'illégitimité et l'illégalité. Et c'est le piège que nous attend nos adversaires. L'ennemi des Congolais, qui n'est pas l'ennemi de Félix-Antoine Tshisekedi, comme les gens sous-entendent, l'ennemi des Congolais, M. Paul Kagame, attend que le pays entre dans l'illégalité, que les institutions entrent dans l'illégitimité pour venir sauter sur nous comme une proie, comme un prédateur sur une proie. Et donc, nous devons avoir ces élections-là. Mais à la question de l'état des sièges, monsieur le journaliste, vous vous posez très mal cette question. Très mal. Oui, on se pose très mal la question. L'état de siège est une initiative au sommet de la pyramide des initiatives sécuritaires. C'est une initiative constitutionnelle qui a été prise dans des contextes bien définis pour lutter contre l'insécurité et les groupes armés.
Alors que ce processus commençait son bonhomme de chemin, et qu'il y avait des signaux annonciateurs que quelque chose est en train d'arriver, parce qu'il y a eu un choc psychologique dans ce sens-là. Mais l'état de siège a échoué. Il ne s'agit pas de savoir si l'état de siège a échoué. Oui. C'est là où j'ai dit, Oui. vous reformulez mal le problème. Ceux qui récupèrent et politisent la question de l'état de siège Oui. sont déjà en mal de positionnement, en manque d'inspiration politique. Parce que le contexte actuel est un contexte de guerre d'agression. Ah oui, nous sommes dans un contexte de guerre d'agression. Il ne s'agit plus de savoir si l'état de siège a réussi ou n'a pas réussi. L'état de siège qui était venu pour les groupes armés et l'insécurité, l'état de siège se retrouve être en train de combattre le Rwanda dans le cadre d'une guerre d'agression. Et donc, l'état de siège est une initiative militaire qui appuie les FARDC. Mais comment nous devons encore être contre l'état de siège? Si nous voulons requalifier l'état de siège, c'est tout à fait normal, nous sommes soumis à une contrainte, celle du calendrier électoral. Mais beaucoup d'activistes, même la société civile, dénoncent que l'état de siège n'a pas donné pardon, des résultats attendus. C'est une mauvaise analyse. C'est une mauvaise analyse. À presque 2 ans. Je tiens à faire savoir que l'état de siège, venu pour les groupes armés et l'insécurité, l'état de siège se retrouve être imbriqué. Je dis bien imbriqué, autant appuyer les FARDC, mais aussi à travailler en collaboration avec l'EAC. Ce n'était pas prévu que l'état de siège travaille avec l'EAC pour contrer l'agression rwandaise. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucun jugement à ce niveau-là. Ce que nous devons nous poser comme question aujourd'hui essentielle, c'est de dire comment nous allons gagner cette guerre. Parce que l'intégrité territoriale, le salut du peuple congolais est au-dessus des appétits politiques. Parce que ceux qui critiquent de manière acerbe l'état de siège sont des gens qui aujourd'hui sont dans un certain inconfort. Parce que l'état de siège engage l'inconfort. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils ont des raisons valables. Non, mais l'état de siège engage l'inconfort. En quoi est-ce qu'elle engage l'inconfort? C'est que nous nous retrouvons dans une situation de privation de droits. Parce qu'il y a restriction des droits politiques. Ouais. Mais maintenant que ces restrictions politiques gênent certaines personnes, je connais par exemple des administrateurs de territoire qui ont été nommés, qui veulent reprendre du service. Mais par l'effet de l'état de siège, ils ne vont pas au service. Ils sont frustrés. Voilà. Il y a ceux-là qui gouvernaient au demeurant, auparavant, l'ancienne équipe, qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Mais ils sont frustrés. Mais monsieur, les frustrations de ces gens-là voudraient dire qu'il est au-dessus de l'intégrité territoriale. Nous disons que nous pouvons souffrir, nous pouvons nous priver de nos libertés pour un moment, parce que l'état de siège est appelé à ne pas demeurer éternellement. Mais tant que la menace rwandaise va exister, tant que le pays sera agressé, l'état de siège pourrait demeurer. Je dis bien pourrait demeurer. Mais la contrainte constante, mais la Constitution dit aujourd'hui, c'est le calendrier électoral. Mais pardon, la Constitution dit qu'on ne peut pas organiser les élections si une partie du territoire national est sous état de siège. C'est-à-dire que l'état de siège sera levé avant les élections. Donc nous avons aujourd'hui des contraintes juridiques liées à notre Constitution. Sauf que la Constitution, elle a été muette, elle n'a pas déterminé. Il faut projet pour combien de temps. Cela ne doit pas empêcher la tenue des élections. C'est pourquoi le Premier ministre a convoqué les travaux préparatoires pour effectivement de garder cette question, de lier les nœuds gordiens. Les nœuds gordiens, c'est cette difficulté dont vous faites allusion. C'est-à-dire on ne peut pas faire les élections pendant l'état de siège. Qu'est-ce qu'il faut? Faudra-t-il trouver un système hybride, je dis bien hybride, où on mélange les militaires et les civils? Donc il faut une gymnastique juridique. Une gymnastique juridique. Mais jusque-là, la Constitution n'en a pas dit, malheureusement. Non, mais c'est pourquoi l'appel à ces conclaves... Est-ce qu'il n'y a pas une loi, malheureusement? C'est ce que je dis. C'est pourquoi l'appel à ces conclaves, pour qu'on arrive à concilier les contraintes et l'intérêt suprême. L'intérêt suprême ici, c'est la sécurité, l'intégrité territoriale et la tenue des élections sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas lever l'état de siège, comme beaucoup les gens veulent. Écoute, je suis peut-être mal pensé pour dire ce que va accoucher, n'est-ce pas, les travaux préparatoires ou les forums que le chef de l'État va convenir. Mais je peux spéculer en disant que j'attends des membres de ce forum-là de constituer un système hybride, juridique, adapté au contexte. Mais ce qui est vrai, c'est que le Nord Kivu doit aller aux élections. Et donc, mais aller aux élections, mais comment? Alors, il faut des innovations au niveau de la loi. Les défis sécuritaires, c'est énorme. Il faut des innovations au niveau de la loi, mais il faut, à un certain niveau, un minimum de consensus. Parce que ne vous en faites pas. La loi
la loi est à l'intérêt du peuple. Oui. La loi, c'est pour le bien-être social. Oui. Et donc, nous pouvons nous convenir pour dire, bon voilà, dans le cas express, dans le cas, si pour le Nord Kivu, état de siège, qu'est-ce qu'il faut pour que nous entrons vers les élections? Oui. Parce que nous sommes bloqués par le fait que la Constitution est claire, pas d'activité politique en état de siège. Faudra-t-il suspendre momentanément l'état de siège? Donc nous attendons que les membres de ce forum, du conclave, qui vont se réunir pour nous donner des éléments de réponse. Alors, l'opposition qui multiplie toujours des manifestations contre la CENI et contre certaines choses qui n'avancent pas au niveau du gouvernement, est-ce que vous croyez vraiment que, avec cette allure, vous croyez que la CENI aura vraiment une crédibilité d'organiser des bonnes élections? Écoute, moi j'entends tous mes voeux que tout le monde puisse participer à ces élections. Oui. Mais lorsque M. Kabila et sa corporation refusent d'intégrer le processus politique, on ne va pas aller les dorloter pour ça. Oui. On ne va pas aller les dorloter. Nous avons entendu l'équipe de le quartet Katumbi, Fayoulou demander des choses. Je les ai dit. Vous avez des correspondants au sein de cette CENI. Vous avez les institutions. Usez de vos droits et de vos prérogatives. Mais n'amenez pas les gens dans la rue à brûler le pneu, à saccager, à saboter le processus électoral. Mais comment ces défis sera surmonté maintenant? Alors, c'est ça le problème. Mais je dis ceci. Oui. Au sein de cette CENI, il y a un cadre de concertation. Oui. Ce cadre de concertation peut être maintenant apporté à profit. Oui. Nous avons l'Assemblée nationale. Les membres de l'opposition au sein de cette Assemblée nationale, ils peuvent amener des questions à débattre. Mais ils doivent aussi souffrir à un certain moment d'être minorés. C'est aussi ça la démocratie. J'amène un point de vue, mais ce point de vue n'est pas soutenu. Je dois souffrir, c'est aussi ça la démocratie. Mais quand l'opposition crie à la fraude électorale, comme ça a été le cas en 2018. Mais écoute, c'est un cri. Ça ne risque pas d'être une catastrophe électorale. C'est un cri de désespoir parce que cette opposition n'est pas structurée, cette opposition n'est pas organisée et cette opposition n'est pas à mesure d'influencer l'opinion. C'est ça leur faiblesse. Cette opposition-là n'est pas à mesure d'influencer l'opinion. Toute l'opinion congolaise soutient l'action et la vision du chef de l'État. L'action et la vision du chef de l'État, mais on dit que son bilan est mitigé pour ce viendra, premier mandat, malheureusement. Le moment viendra sur la table, au moment opportun, nous allons chacun discuter sur les acquis et chacun va peut-être... Mais il sera jugé face à son bilan. Mais le bilan, écoute, si vous voulez qu'on en parle de son bilan, j'ai dit, et je ne cesse de le dire, que le président de la République était un président de la rupture. Vous avez vu comment 18 ans durant, nous avons cheminé, mais on arrive à détecter 200 000 fictifs dans la fonction publique. Ce qui est un travail qui est en train d'être fait, monsieur. Vous arrivez, la gratuité. Vous savez que la gratuité est constitutionnelle. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. La restauration de l'autorité de l'État. Vous avez vu le projet de 145 territoires. Mais monsieur le journaliste, des moments viendra. On en parlera des questions du bilan. Mais beaucoup pensent qu'il n'a pas vraiment, si même lui-même l'avait dit, qu'il n'a pas réussi comme il le voulait, surtout quand il était avec le FCC. Vous êtes conscient quand même. Mais écoute, il y a ceci. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de résoudre tous les problèmes dans 5 ans. Oui. Ça, vraiment, vous pouvez nous excuser. Oui. Mais ce qu'on peut reconnaître au chef de l'État, c'est cette ferme volonté de changer les choses. Et comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donnons le temps au changement. Donnons le temps à l'innovation. Et il y a des signaux qui viennent déjà, qui nous disent, bon voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Donnons confiance. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas aussi nous rassurer que nous avons 100% des Congolais dans notre poche. Il y a sûrement des Congolais, n'est-ce pas, qui voient la chose différemment de nous, qui ont un autre angle de perspective. Nous ne pouvons pas les refuser. Mais jusqu'à preuve du contraire, je peux vous rassurer, le moment venu, on va revenir vers les Congolais, on va débattre avec eux, et je vous assure que le président sera réélu au la main. Alors, merci beaucoup. On va chiter petit à petit dans cette émission. Alors, comment pensez-vous que les électeurs pourraient être encouragés à participer à ces élections? Parce que beaucoup sont déjà découragés avec ces élections. Beaucoup disent que non, moi j'ai ma carte et je n'aurai pas besoin d'aller voter et tout et tout. Je comprends ce sentiment de lassitude. Hein? Voilà. Oui. Où il y a comme toujours des déceptions à l'horizon. Oui. Mais je tiens à vous faire savoir sur ce point, c'est que moi je m'engage à éduquer la population sur le plan politique. Parce que vous voyez, quand les élections arrivent ici, les candidats donnent de la boisson aux gens, corrompent la conscience des gens.
Mais c'est biaiser les contrats qui doivent exister entre un élu et un électeur. Cette fois-là, ce qu'il faut faire, c'est que les candidats seront les envoyés de la population. Il faut que la population contribue plutôt au projet politique du candidat. Et ça va changer la donne. C'est un travail de fond que nous sommes en train de faire et nous pensons, nous encourageons la population de soutenir les candidats, d'apprécier les projets politiques et non de recevoir des cadeaux que je qualifie d'être des cadeaux empoisonnés. Et vous êtes aussi candidat en ville de Goma au niveau national. Comment vous vous préparez d'abord? C'est une très bonne question. J'ai écouté la voix de ma base. Vous savez, l'autre fois, j'étais suppléant, député national dans la ville de Goma. J'ai senti ce besoin dans le chef de ma base de me pousser à me présenter. Et donc, je tiens à vous annoncer que je serai bel et bien candidat député national dans la ville de Goma. Et je pense être porteur d'un projet politique. Et je demande à la population d'accompagner ces projets-là, d'être partie prenante. Et je pense que je ne vais pas les décevoir. Un projet politique? J'ai un projet politique pour la ville de Goma. La ville de Goma, vous pouvez nous en parler dans 2 lignes pour que la population sente que nous avons un candidat quand même qui est, je vais dire, honnête. Alors, mon projet politique se résume d'abord dans ma vision. Oui. Je crois et je travaille pour un Congo prospère où chaque Congolais aura droit à l'éducation, au travail, à la sécurité, bref, à la dignité. Et je voudrais concentrer mon action autour de l'emploi. C'est-à-dire, je vais faire un grand plaidoyer pour mes frères gomatraciens puissent avoir de l'emploi. Et ceux qui n'auront pas l'emploi, je vais m'appesantir sur l'entrepreneur. Parce que j'ai toujours considéré que l'entrepreneur est au centre de toute politique de développement. Donc, nonobstant, il y a d'autres questions. Il y a la sécurité. Ouais. Ça, on en parle toujours. Il y a la sécurité, il y a l'assainissement. La ville de Goma souffre de plusieurs maux dans ce secteur-là. Et je veux beaucoup travailler là-dessus. L'approvisionnement en eau potable. Oui. Vous savez, nous avons des quartiers périphériques. Et donc, mon travail, ce ne sera pas, je vais dire, bon, je vais construire des routes, je vais construire des écoles. Donc, je vais faire un plaidoyer soutenu pour que le gouvernement et les partenaires du gouvernement puissent, tant soit peu, garantir à la population de Goma le bien-être social. Sans oublier le fait que, en tout cas, la population de Goma peut me faire confiance dans ma capacité à faire les plaidoyers, à canaliser leurs problèmes. Merci beaucoup, Ernest Songoma. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. En dernière minute, quel est votre mot de conclusion? Qu'est-ce que vous dites à la population de Goma, surtout avec l'électorat qui sera déjà lancé ici au 25? Comment vous rassurez la population? D'abord, je demande à cette population qui a déjà souffert des affres de la guerre, je leur demande à une forte résilience. Ouais. D'abord, de continuer à soutenir, n'est-ce pas, nos institutions, plus particulièrement nos forces de défense et de sécurité, et d'attendre sereinement, n'est-ce pas, les votes qui vont venir, pour qu'ils arrivent à exprimer, n'est-ce pas, leur volonté politique. Et ça, c'est très important. Mais aussi, je leur demande à être plus serein et plus calme et à soutenir les institutions de la République. Merci beaucoup, Ernest Songoma. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'ai recevé Ernest Songoma, cadre de AFDC en province du Nord Kivu, qui est aussi candidat aux élections législatives nationales à Ville de Goma. Je vous fixe un rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.